le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, là où vous vous trouvez. Moi, ça va très bien. On était la semaine dernière, on a fait un live encore super intéressant ensemble. Si vous voulez le retrouver, vous allez sur la chaîne YouTube Julien Perron. C'était avec Véronique Cohn. On a parlé de couple, vraiment un sujet qui me passionne, l'amour. D'ailleurs, si vous avez lu mon deuxième livre, là, c'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, vous avez probablement, ou alors, si vous l'avez lu en entier, vous avez lu le chapitre bien évidemment sur l'amour, et peut-être que là vous êtes au moment où justement, je parle de l'amour. Qui est un vrai sujet, qui me passionne depuis à peu près 25 ans, je crois, même peut-être un peu plus. J'ai rencontré beaucoup de monde, des scientifiques, des chercheurs, des écrivains, des maîtres spirituels aussi. J'ai mené en fait cette recherche, donc déjà à titre personnel, et puis aussi en parallèle du film C'est quoi le bonheur pour vous. Et donc du coup, ça m'a amené à beaucoup me questionner, à me renseigner. J'ai lu énormément de livres. Bien évidemment, mon parcours de vie aussi a fait que j'ai eu plusieurs compagnes aussi dans ma vie, donc c'est tout un chemin. Et donc, je vous glisse justement dans le livre C'est quoi le bonheur pour vous, que j'aimerais bien écrire un livre justement sur l'amour. Et je vous invite à m'écrire d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous avez envie que j'écrive un bouquin. Et donc, je commence déjà à recevoir des emails, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous avez envie. En tout cas, moi, j'ai très envie. Et donc voilà. Donc je vous remonte d'ailleurs la couve du deuxième livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, donc qui est sorti le 31 octobre. C'est la suite et la partie complémentaire de mon premier livre qui est sorti il y a 1 an maintenant. Je vous montre aussi la couve, c'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi. Ces 2 livres forment vraiment une unité à mon sens. C'est mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain. En chemin vers soi, je vous parle plutôt en fait des fondamentaux, de l'alimentation, du sport, du sommeil, de la nature, des exercices de relaxation, de sortir de sa zone de confort. C'est un peu comme un roman autobiographique d'ailleurs pour les 2, où je vous montre un peu mon parcours de vie. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé très tôt en fait ce qu'on appelle le chemin vers soi, vers l'âge de 10 ans. Et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup de temps quand même sur beaucoup de personnes. Et donc j'avais envie de vous livrer à travers ces 2 livres ce qui me semble vraiment l'essentiel. Et ce qui nous permet justement d'être bien dans notre corps et dans notre tête, dans notre vie de tous les jours. Bien évidemment, c'est à appliquer là où on en est chacun à son niveau, avec nos compétences qui sont les nôtres, avec beaucoup de temps aussi, beaucoup d'amour. Mais quoi qu'il en soit, on peut se mettre en marche et on peut reprendre les rênes de sa vie à n'importe quel moment, sous condition, j'ai envie de dire, d'être très régulier. La régularité, c'est vraiment un des points pour moi qui est assez fondamentaux. J'en parle dans les 2 livres. Je vais vous montrer une petite vidéo avant de faire apparaître Evelyne. On va parler de sujets aussi qui me passionnent. Alors, je recherche la petite vidéo. Vous allez voir, en fait, c'est une vidéo qu'on a construite autour de C'est quoi le bonheur pour vous, qui est devenu un vrai écosystème. Et donc voilà, je l'ai trouvé et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Et oui, c'est devenu tout un écosystème qui regroupe un podcast, un jeu de cartes, 2 livres maintenant. Le film C'est quoi le bonheur pour vous, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver gratuitement sur YouTube. Si vous l'avez pas encore vu, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous sur YouTube. Un congrès, le prochain congrès d'ailleurs, c'est le 12 et le 13 juillet à Arcachon. La billetterie est déjà ouverte, donc si ça vous intéresse, vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche. Vous tomberez tout de suite sur le site. Ça va être encore une chouette édition, vous allez voir, la programmation est géniale. C'est limité à 500 personnes, il y aura 30 stands cette année, il y a 8 ateliers participatifs pour que vous puissiez vivre des choses et vraiment les intégrer directement dans votre corps. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est l'été, le centre des congrès est juste en face de la plage, donc on pourra aller se baigner pendant les pauses. Enfin, voilà, ça va être trop bien. Et C'est quoi le bonheur pour vous, c'est aussi un week-end immersif qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qu'on fait tous les 2 ans. La première édition, c'était du coup cette année, c'était au Hameau de l'Étoile, et on continuera à aller au Hameau de l'Étoile. Pareil, si vous intéresse, vous tapez week-end immersif, C'est quoi le bonheur pour vous, et vous allez tomber sur la page où on en parle. C'était vraiment un week-end magique. On était 120 personnes à dormir
tous sur place pendant 2 nuits avec des ateliers participatifs. Donc cette année, il y avait David Tan et Alexandre Antonenko et moi-même. Et ça a été une expérience vraiment magique pour tout le monde, pour nous déjà en tant qu'accompagnants, puis bien évidemment pour les participants. Et donc voilà, vous tapez week-end immersif, c'est quoi le bonheur pour vous? Je fais apparaître Evelyne. Salut Evelyne. Salut Julien, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec joie. Merci à toi. D'ailleurs, pour expliquer un petit peu aux auditeurs pourquoi on se retrouve, c'est que c'était avant-hier, toi tu m'as interviewé aussi sur ton propre podcast dont on va en parler, l'éveil des consciences. Non, c'est quoi? Oui, c'est ça, l'éveil des consciences. Voilà, c'est l'éveil des consciences, c'est ça. Et donc du coup, voilà, on avait prévu aussi que tu viennes sur notre chaîne et sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton univers, du podcast. Qu'est-ce qui t'a amené notamment à créer ce podcast? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Enfin voilà, je vais te laisser la parole déjà dans un premier temps, Evelyne, pour que tu te présentes, pour qu'on comprenne qui tu es. Dis-nous tout. Eh bien, écoute, avec plaisir, le podcast. Alors, vous avez 4 heures. Non, je plaisante. C'est vrai que c'est toute une histoire, c'est tout un cheminement et aussi des questionnements existentiels. Si tu veux, initialement, en fait, c'est parti aussi d'un constat, c'est celui qu'on ne nous apprend pas à faire face aux difficultés auxquelles on peut être confronté dans notre vie à un moment donné, que ce soit la souffrance, la maladie, un deuil, la perte d'un être proche. Donc, c'est vraiment parti de tout ça. Et aussi, tu vois, on en parlait dans l'interview il y a 2 jours ensemble, c'est que sur les bancs de l'école, on nous apprend pas non plus, en fait, on nous apprend pas les grandes lignes auxquelles on va être confronté durant nos vies. Et finalement, on se rend compte que dans nos vies, on vit des sortes de mini-deuils, que ce soit au travers de notre travail, quand on quitte un travail, quand on quitte un ami, quand on met fin aussi à une relation amicale ou amoureuse. Donc, c'est des mini-deuils. D'ailleurs, le docteur psychiatre Christophe Fauré en parle très bien de ces mini-deuils. Et donc, c'est parti un peu de ce constat, c'était de me dire, mais est-ce que on est tous égaux face à ça? Et je me suis rendu compte aussi au travers de tous les podcasts que j'ai eus avec différents intervenants, que ce soit des scientifiques, bien sûr des médecins, mais aussi des thérapeutes, des créateurs, tu sais, comme toi, de projets Sens, c'était que est-ce qu'on doit justement être confronté à la souffrance avant de se poser des questions existentielles? Donc, tout est parti de là. C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu as une réponse? C'est ça. Alors moi, j'ai mes propres réponses. Ça serait intéressant qu'on partage. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que ça te semble nécessaire de passer par des épreuves? Eh bien, écoute, finalement, je me suis rendu compte, pour revenir à ta question, que quand on commençait notre vie, en fait, on avait ce sentiment que tout était tracé. Et donc, on vivait comme si on était immortel. Et c'est de là, en fait, que je réponds à cette question. C'est-à-dire que on vit en consommant à gogo. On en parlait aussi la dernière fois. Et on est formaté à ça, finalement. On croit que le bonheur, en tout cas que le fait de cumuler des biens, etc., va nous rendre heureux. Et pour certains, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un moment donné, on se rend bien compte qu'il manque quelque chose. Et bien sûr, j'ai constaté aussi dans les interviews qu'on s'aperçoit que quand on est confronté à la souffrance, c'est là où on commence vraiment à se poser des questions. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on vivait comme des endormis auparavant. Et donc, en réponse à ta question, en tout cas, pour ma part, ça a été le cas. Si tu veux, moi, c'est parti du fait que mon papa est resté 11 ans handicapé. Donc, à la suite d'un accident qui était très grave. Bon, c'était vraiment une noyade. Enfin, tu vois, le truc auquel tu t'attends pas quand tu as 18 ans. Et donc, à partir de là, quand tu te rends compte que tu vis dans un conformisme de vie où tu as l'impression que tout est tracé et où tu te rends pas compte que du jour au lendemain, tu peux tout perdre, et ben en fait, c'est de là aussi où ces questions existentielles sont venues, en tout cas à moi. Et de là, j'ai cheminé au travers du voyage, en entamant une quête personnelle, justement, en allant explorer l'Asie en sac à dos toute seule. Donc, bien sûr, on te prend pour une folle, hein. Quand tu pars en sac à dos, on te dit, mais tout de suite, la peur surgit. On te demande, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça a du sens? Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui me poussait, tu sais, qui était vraiment cette question, cette quête de vouloir trouver des réponses. Et en fait, tu te rends compte aussi que la vie est formidable quand tu veux bien aussi lui faire confiance. Tu as toujours cette rencontre qui va faire qu'à un moment donné, tu vas être le disciple ou l'enseignant,
où tu vas te rendre compte qu'il y a un message à transmettre ou à recevoir. Et c'est de là aussi qu'est né plein de belles choses, tu vois, comme par exemple une retraite Vipassana. Et en fait, tout est parti de là. Oui, tu étais en quête de sens. Complètement, oui. Oui, Ouais, oui, c'est ça. complètement. Mais d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu le constates toi de ton côté, mais moi j'ai vraiment le sentiment que de plus en plus, la population est en quête de sens. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à mettre le sous-titre de mon deuxième livre, tu sais, c'est quoi le bonheur pour vous, en quête Ouais. de sens, parce que tu sais comme je fonctionne de manière intuitive, c'est vraiment cette terminaison en fait qui est venue de manière intuitive et à mon avis c'est Oui. peut-être synonyme justement que dans l'inconscient collectif il y a une véritable quête de sens. Tu ressens toi aussi? Mais complètement et on se rend bien compte aussi quand on a vécu le Covid. Moi, j'ai vu aussi les audiences qui ont explosé. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes, essayent de trouver du sens, comme tu le dis très bien et en fait, on se rend compte qu'il manque quelque chose et je pense que dans ce monde, en tout cas matérialiste tel qu'on nous l'enseigne, on nous enseigne justement à cumuler ses biens, avoir une vie toute tracée alors qu'à un moment donné, quand on se coupe de cette spiritualité, alors bien sûr, je pèse mes mots aussi quand je parle de spiritualité parce qu'aujourd'hui, ça veut tout et rien dire à la fois. On peut y apporter aussi ce qu'on veut comme définition, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être coupé de quelque chose, en fait, finalement, ça nous coupe aussi de notre réalité qui est humaine. Tu vois, c'est vraiment ça et je me suis rendu compte que, de plus en plus de personnes, ressentaient un mal-être profond et donc forcément, quand on ressent un mal-être profond, on va se tourner, tu vois, vers des sujets, en tout cas, qui font sens et si tu veux, à l'époque, moi, j'écoutais énormément Lilou Massé aussi et puis Anne Guéquer qui arrivait un peu plus tard, mais j'écoutais beaucoup ces podcasts parce que je me posais ces questions sur la mort, sur la maladie, sur l'accident et ça m'a énormément aidée parce que sinon, tu parles à qui dans ta vie au quotidien? Tu peux pas vraiment en parler. C'est-à-dire dans ton travail, en général, ça va rester, tu sais, des sujets un peu en surface et il y a pas Ouais. vraiment de profondeur dans tous les sujets. Donc c'est vraiment à toi de créer, en tout cas, les causes et les conditions pour attirer, les personnes qui peuvent, en tout cas, entendre ces sujets. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, mais en créant aussi tous tes projets, tu te rends compte que tu t'entoures de ces personnes. Bah, moi, c'est un peu différent, tu sais, comme je le disais là en intro en parlant de l'écriture des livres. Tu sais, moi, j'ai commencé hyper tôt mon parcours. Bah, on en a parlé, tu sais, il y a 2 jours Oui, ensemble. Et donc déjà, moi, à l'époque, ça me fait écho ce que tu dis, mais moi, à l'époque, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait ouais, pas, en fait, toute cette émergence, tu sais, autour du développement personnel. Donc, je me sentais très, très seul, vraiment très, très mmh, seul. Et notamment, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc je te laisse imaginer. ouais, Je me rappelle très bien en 99, donc tu vois, c'est vieux, hein. 99, je suis à Virgin dans les Champs-Élysées et je tombe pour la première fois sur mon premier livre en développement personnel qui s'appelle La prophétie des Andes. Et je me rappelle très bien que dans le kiosque, en fait, de Virgin, tu sais, dans la bibliothèque, on va dire, de développement personnel de mmh Virgin, 99, tu avais peut-être 10 livres. oui, Donc, tu vois, il n'y avait pas vraiment cette effervescence qu'il y a maintenant. Et donc, je trouve ça génial, justement, que maintenant, on soit entouré de ce type de podcast, complètement. d'auteurs, tu vois, parce que comme tu le dis très justement, tu peux te sentir seul et pas avoir d'écho autour de toi pour discuter, en fait, de ces sujets. Et d'un coup, tu peux écouter des gens hyper intéressants qui s'expriment sur des sujets dont toi, t'aimerais avoir des réponses, tu vois. Donc ça, je trouve ça génial pour cette époque, ouais. Complètement, je suis d'accord aussi avec ça et après je sais pas mais pour revenir au sujet, tu sais, je me suis posé aussi cette question, c'est-à-dire, pourquoi on n'est pas tous égaux dans la vie? Tu vois, il y a des personnes, qui vont vivre des montagnes russes dans cette vie, alors qu'il y en a d'autres qui vont vivre aussi des vies qui vont être beaucoup plus calmes et apaisées et donc finalement on n'est pas tous égaux, mais qu'est-ce qu'on fait des épreuves que l'on vit? Donc c'est vraiment parti aussi de toutes ces questions, c'est-à-dire que quel regard je vais poser sur l'expérience que je suis en train de vivre? Et c'est là aussi que je me rends compte qu'il y a au travers de mes interviews, qu'il y a des personnes qui ont vraiment, pas eu la vie facile, qui ont eu des gros traumatismes. Je pense notamment, tu vois, à des personnes que j'ai interviewées qui ont perdu, des enfants, enfin qui ont créé aussi à la suite de tout ça, des associations, par exemple les mamans et les papas lumineuses. Et donc, je me dis: «Mais quelle résilience!» parce que, tu vois, des fois, on n'est pas tous égaux par rapport à ce qu'on vit et en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vivre des choses un peu moins difficiles, mais qui pourtant, vont le vivre comme si c'était, quelque chose de dramatique et donc je Mhm. trouvais que c'était intéressant aussi de mettre en lumière, tu sais, ça quoi, ces personnes aussi qui font preuve de résilience et qui arrivent au travers d'une expérience qui est hyper douloureuse à donner du sens à leurs actions au quotidien
Et ça, je trouve ça merveilleux et en même temps, je suis en totale admiration face à ces personnes. Et c'est un peu aussi ce que j'ai voulu faire au travers de l'accident de mon papa qui est aujourd'hui décédé, mais qui a été l'élément déclencheur, et je le dis aujourd'hui, de la création de ce podcast qu'est l'éveil des consciences, tu vois. Et est-ce que du coup, tu as remarqué des constantes entre ces personnes que tu dis justement, tu vois, qui ont réussi à transcender, qui ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, à dépasser en fait cette souffrance ou ce moment très dur? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des points communs? Est-ce que tu as remarqué, tu vois, qu'il y avait peut-être des outils qu'on pourrait transmettre aux gens qui nous entendent ou chacun l'a fait à sa manière? Alors, c'est assez intéressant parce que il y a tout un panel de réponses à cette question, c'est-à-dire que on voit de tout, c'est-à-dire qu'il y a autant des personnes qui vont utiliser, quand tu parles d'outils, ça va être les outils tels que la méditation, la pleine présence, c'est vraiment des outils qui reviennent régulièrement aussi, tu vois, pour les personnes qui essayent d'être beaucoup plus ancrées sur le moment présent. On se rend bien compte qu'on est tout le temps animé par des pensées, on en a plus de 60 000 par jour, on est tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur, et c'est extrêmement difficile, et en tout cas tout à l'heure tu parlais aussi de régularité, d'être dans le moment présent et de ne pas se laisser happer par ce mental qui veut toujours nous jouer des tours, si je puis dire, mais après, il y a autant des personnes qui font ça, d'autres qui s'investissent sur le plan humain, parce que on se rend bien compte que les relations sociales, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qui permet aussi aux individus de se sentir utiles, c'est-à-dire créer des liens autour de, t'en parlais aussi dans l'interview, mais autour de choses qui font sens dans cette société, dans cette vie. Et donc, il y en a pour autant, tu vois, qui vont pas forcément utiliser des outils, mais qui vont plutôt, qui vont du moins s'investir directement dans des associations sans forcément passer par des outils, on va dire. Mais il y a vraiment plein de choses. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois tout un panel de différentes choses. Et donc, ça te permet aussi de venir piocher, en tout cas en tant qu'auditeur et auditrice, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une très belle audience sur le podcast. Et donc, on se rend compte que chacun, en tout cas, chaque passage de vie, chaque expérience, chaque chose vécue vont faire écho à des personnes et chacun vient piocher ce qu'il a envie et ce qui vibre pour lui à l'instant présent. Ah oui, c'est ce qui est génial. Moi, j'ai toujours dit justement qu'on était tous potentiellement inspirants pour des milliers et des milliers de personnes à travers qui on est, tout simplement, c'est notre énergie, notre histoire de vie, la façon de la raconter. Potentiellement, on pourrait tous être des conférenciers en puissance, tu sais, et inspirer des milliers et des milliers de personnes, quoi, très clairement. Moi, j'ai eu le sentiment, parce que comme toi, tu sais, j'ai interviewé des milliers de personnes depuis le début de mes activités. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que parmi ces personnes-là, justement, qui font preuve de résilience, et moi, je me mets dedans, je me demande si, pour beaucoup d'entre nous, du coup, s'il n'y a pas un caractère inné. Tu vois, quand j'écoute ma mère, donc quand j'étais plus jeune, elle m'a toujours dit que j'avais un tempérament déjà de nature optimiste et positif. D'accord. Et alors que ma mère, elle, pour le coup, est plutôt anxieuse et pas patiente, tu vois. Donc ça a plutôt ça a été transféré sur mon frère, sur mon grand frère. Mais visiblement, moi, tu vois, je ne suis pas comme ça dans mon élan naturel. Et j'ai l'impression, vraiment de manière très synthétique, que la plupart de ces gens-là qui font preuve justement de résilience, il y a quand même aussi à la base un terrain naturel. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as observé toi aussi. Oui, c'est possible qu'il y ait un facteur, je pense aussi. Comme on le dit, on a tous aussi notre singularité, tu vois. Quand on est, je le vois parce que j'ai 2 enfants et déjà je vois mon petit dernier qui est complètement différent du premier et c'est là aussi où je pense qu'il y a cette chance qu'on soit plus de 7 milliards sur Terre et qu'on soit tous différents. Et certainement, oui, qu'il y a des facteurs qui sont déjà là. Et c'est là aussi où je trouve ça magnifique, c'est qu'on laisse la magie de la vie opérer. C'est que chacun a une destinée et chacun est fait aussi pour créer en tout cas quelque chose dans cette matière, dans ce monde. Ouais. Exactement. Tu as dit quelque chose de très juste, je trouve, sans vouloir minimiser ou quoi que ce soit les traumatismes qu'on peut vivre chacun dans nos vies. Pour moi, il n'y en a pas un qui est plus important ou moins important que d'autres, mais visiblement sur une même situation, donc au même moment, si on est plusieurs, je sais pas, une centaine par exemple, on va quand même probablement tous vivre cet événement de manière très différente et avoir même plus tard en fait l'impact que ça va avoir dans notre vie aussi sera très différent sur l'ensemble des personnes qui seront présentes. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant aussi parce que tu vois, ça montre plein de facteurs en réalité. Ça montre que déjà, moi, je pense qu'on est plus de 8 milliards. Toi, tu disais 7 milliards, mais je crois qu'on est un peu plus de 8 milliards maintenant. T'as raison. Ouais, je pense. Et je me dis, en fait, on est probablement dans 8 milliards de mondes différents.
liées à nos propres fit, notre culture, l'éducation qu'on a eue de nos parents à l'école, etc. Et donc, on perçoit la vie de manière très différente. Et donc, du coup, forcément, on fait des choix aussi très différents de comment on décide de manière consciente ou inconsciente de vivre l'événement qu'on est en train de vivre sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Carrément. Et puis aussi, je voulais revenir sur quelque chose, excusez-moi. En fait, il y avait aussi quelque chose qui était intéressant à partager, je trouvais, en tout cas pour, tu sais, l'évolution, on parlait aussi de l'évolution, des personnes et cetera. C'est que, si tu veux, mon conjoint, il est médecin psychiatre et donc lui aussi, il intervient, mais plutôt, avec sa casquette un peu plus, tu sais, cartésienne, en faisant appel à plutôt des médecins et cetera. Et moi, j'ai ma casquette un peu plus thérapie alternative, projet-sens, donc c'est sympa d'avoir aussi cette complémentarité. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte aussi, tu vois, avec son retour, c'est que, OK, tu vas venir piocher pour, des choses en lien avec le développement personnel et cetera. Mais comme tu dis, on n'est pas tous égaux non plus et il faut pas oublier aussi qu'il y a certaines choses qui vont matcher et fonctionner pour des personnes alors que d'autres pas du tout. Et c'est-à-dire qu'il faut pas oublier non plus qu'on peut pas, demander, par exemple à toutes les personnes de, se soigner, par exemple, grâce à une thérapie brève. Admettons, je sais pas, on va dire, une thérapie, enfin une thérapie spécifique. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que dans une population, il y a aussi des personnes qui ont besoin de soins, tu vois, psychiatriques et qui peuvent pas forcément, écouter des podcasts comme les nôtres et mettre en pratique des outils qui sont proposés parce qu'ils ont peut-être besoin de plus d'ancrage, alors qu'il y en a d'autres pas du tout, tu vois? Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous différents et qu'il faut pas oublier aussi en tout cas, je trouve, que voilà, que ça reste des choses qui sont proposées avec des outils thérapeutiques, des conseils sur le développement personnel et cetera, mais qui peuvent pas non plus fonctionner pour tout type, de traumatisme, par exemple. Donc tu vois? Bien sûr. D'où, le besoin médical qui reste fondamental aussi, quoi. Oui, puis même pour une seule et même thérapie, imaginons, je sais pas, j'ai décelé que la sophrologie, pour moi, c'était vraiment l'outil par excellence, et que j'ai trouvé un super sophrologue, par exemple, donc qui me convient. Et ben, je ne pourrais pas, en fait, enfin, je pourrais si très bien facilement le recommander à quelqu'un en disant, écoute, moi, ce sophrologue, il est génial pour moi, on va dire. Mais par Voilà. exemple, cette personne irait la voir, et en fait, ça matcherait pas du tout avec elle. Ouais, Et ça complètement. aussi, il faut le retenir parce que je trouve que c'est toujours délicat, tu sais, de recommander des thérapeutes, des professionnels autour de toi, parce que pour toi, ils ont été peut-être très efficaces, mais retenir qu'ils seront peut-être pas efficaces pour une autre personne. Par contre, l'outil en lui-même, Bien il sûr. peut être très efficace pour beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Mais après, ce sera dépendant du professionnel avec qui tu vas l'exercer. Complètement. Mais par exemple, dans mon cas, tu vois, quand on me pose la question, parce que je reçois beaucoup de messages aussi d'auditeurs et d'auditrices qui me demandent, mais quel outil justement tu as utilisé? Et je parle tout le temps de la méditation parce que si tu veux, le podcast est venu aussi grâce à cet outil qu'est la méditation. Parce que j'ai pratiqué aussi la méditation Vipassana, je me suis formée au MBSR, enfin je me suis formée à plusieurs outils de la méditation. Et en fait, quand je suis partie faire ma retraite Vipassana en Thaïlande en 2017, c'est là qu'est né le podcast de l'éveil des consciences, c'est-à-dire que sans chercher, mais bien sûr en favorisant, on va dire, les conditions, parce que forcément, quand toutes les conditions aussi sont réunies pour que tu puisses méditer en plein milieu d'une forêt, ça aide, faut dire ce qui est, avec une ambiance où il y a énormément de personnes qui se réunissent tous les jours pour méditer ensemble, ça aide aussi. Et donc, si tu veux, en fait, le podcast de l'éveil des consciences, il est vraiment né, si tu veux, d'une sorte une exploration de conscience. Alors, j'ai perdu le mot là, mais si tu veux, cette sortie du corps, ou en tout cas cette connexion avec le tout, qui n'était pas du tout recherchée en pratiquant la méditation, parce que c'était pas mon intention première. Mon intention, c'était uniquement de trouver des questions à mes réponses sur la vie, tu vois, sur tous ces questionnements existentiels. Et en fait, de là, j'ai vraiment vu des lianes des lianes connectées entre elles, des arbres communicants, etc. Et aussi est apparu le mot l'éveil des consciences en se disant, OK, il faut créer du lien, il faut permettre aux gens de s'exprimer sur justement leurs inspirations, sur leur manière différente de voir la vie. Et je trouvais que c'était ça, en fait, tu vois, qui devait éclore, en tout cas, de ce projet. C'était vraiment créer du lien, donner la parole à des personnes inspirantes
et puis pas hésiter de sortir un peu de notre conformisme et de notre vision restreinte, tu sais, c'était plutôt tendre vers le post-matérialisme, c'est-à-dire tendre vers tous ces sujets, hein. Alors le post-matérialisme, aujourd'hui, il y a plein de scientifiques aussi qui en parlent, hein. Il y a Philippe Guimand, enfin, il y a il y a de plus en plus de personnes aussi qui tendent vers ça et je trouve ça super inspirant pour la suite. C'est-à-dire que grâce à tous ces podcasts, à tout ce que tu fais aussi, à toutes ces personnes qui sont investies en tout cas de manière indépendante, bah, on réussit vraiment aussi à toucher un maximum de personnes et on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent et qui sont en demande. Ah ouais, c'est assez incroyable parce que quand tu fais le cumul, bah, tu sais, donc comme je te disais, moi j'ai commencé très tôt. Donc là, j'ai 46 ans. Je suis né dans une famille où on parle de développement personnel. Donc on peut dire, allez, pour être très très large, ça fait 46 ans que je suis là-dedans. Et ben là, à l'heure d'aujourd'hui, si on cumulait toutes les chaînes YouTube qui existent, tous les podcasts qui existent, les auteurs, les conférenciers, etc., mais on est des millions et des millions à semer des graines tous les jours. C'est énorme. Et encore, même moi, 21 ans après avoir créé mon entreprise, j'ai toujours l'impression d'être un micro-maillon, tu sais, de cette chaîne. Quand je vois qu'il y a des, je sais pas, qu'il y a des chaînes YouTube, par exemple, sur le développement personnel où il y a des millions d'abonnés, Oui. où il y a des gars, des influenceurs sur Instagram, pareil, ils ont des millions d'abonnés, en fait, qui les suivent, et pas sur du contenu où bah, il y a du contenu qui a du vent, c'est du contenu hyper intéressant, justement, qui permet aux personnes de grandir. En tout cas, c'est des semeurs de graines en puissance. Et vraiment cumulé, c'est impressionnant. On est vraiment des millions à travers le monde à faire notre petite part du colibri, tu vois. Et ça, je trouve que Complètement. c'est dommage que le mainstream ne s'empare pas de ça, en fait, parce que bah, globalement, on a plutôt des informations négatives et anxiogènes. Oui. Et il y a quasiment personne, donc je parle de mainstream, donc ceux qui touchent vraiment le grand public, qui pourraient vraiment relayer l'info en disant, mais rassurez-vous si vous avez envie d'aller chercher de l'info positive, mais il y a tellement de choses, en fait, autour de nous, tu vois, quitte à même donner des tips, tu vois, pourquoi pas recommander ton podcast ou, je sais pas, mais c'est fou, en fait, tu vois, tout ce qui existe. Ouais. Ouais. Non, mais faut continuer en tout cas de semer des graines et puis on voit bien de toute manière avec tous les messages reçus, même toi, enfin les communautés grandissent et puis en plus on s'entraide, tu vois, donc ça c'est génial. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Ah bah, je pense que ça pouvait être que comme ça, hein. J'aimerais revenir quand même sur une chose qu'on a un peu effleurée, je trouve. C'est cette notion, tu sais, est-ce que c'est nécessaire pour un individu d'avoir un accident, d'avoir un traumatisme, d'avoir un électrochoc, d'avoir, je sais pas, une maladie, une personne qui décède, d'avoir un accident, tu vois, pour vraiment, hop là, ça y est, je me réveille d'un coup, je vais donner du sens à ma vie. Moi, j'ai envie de dire que non, ça serait trop dommage quand même de recommander ça aux gens. Mais je pense que non, en fait. Je pense qu'il y a vraiment tout type de personnes. Il y a des personnes qui naissent avec ces questions existentielles, tout comme toi. Et finalement, c'est vrai que quand je me souviens de mon enfance, je me posais déjà toutes ces questions existentielles. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui naissent avec ça, quoi, qui naissent avec des questionnements, ou alors, tu vois, tu as déjà entendu parler aussi de ces enfants qui se souviennent même de leur vie antérieure, et ça, c'est Ouais, juste c'est incroyable. incroyable. C'est que tu te rends compte qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites aussi à ce sujet, c'est-à-dire que des enfants qui naissent, qui se souviennent même de leur mort précédente dans leur vie antérieure, et là, tu te dis, bon, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il y a même des scientifiques qui se posent la question, qui étudient tous ces cas. Et quand on se rend compte aussi que sur l'échelle qu'est le monde, quand tu te rends compte que toutes les expériences relatées, en fait, elles sont juste énormes et elles se ressemblent tellement toutes dans le détail qu'il y a forcément quelque chose à creuser. Tu vois, c'est comme par exemple les expériences de mort imminente. Là, je pense aussi à Sonia Barcala qui vient de sortir son dernier documentaire qui fait fureur d'ailleurs en France, alors qu'en France, on sait bien que c'est des sujets aussi pas forcément, dont on parle pas forcément en priorité, mais quand bien même, tu vois, là, je constate que sur les grandes chaînes, sur France 3, sur TF1, ben, on ose en parler, alors qu'à l'époque, on n'osait pas parler de ces sujets. Et là, les journalistes, etc., commencent à se poser la question, ah, et si, pourquoi pas? Et en fait, quand bien même, même si c'est scientifiquement pas prouvé, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tant que les résultats sont là, et c'est quoi les résultats? C'est-à-dire que des gens qui vivent ces expériences, on se rend bien compte qu'il y a un facteur qui est clé, c'est que ces gens, quand ils reviennent d'une expérience de mort imminente, en fait, leur vie, elle est complètement transformée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ces gens vivent de manière
en tout cas éveillés, tu sais, où ils se disent j'ai vraiment un but sur cette terre, faut que je fasse quelque chose, faut que je mette en lien, faut que j'en parle, faut que je fasse du yoga. Il y en a même qui, tu vois, tous les matins se lèvent alors qu'avant ils faisaient jamais ça, mais qui font du yoga, qui pratiquent la méditation et toutes ces activités en tout cas qui permettent justement de semer des graines et d'avoir cette connexion entre le corps, le cœur et l'esprit. Et du coup, tu te rends bien compte qu'en fait, les faits, ils sont là. C'est-à-dire que les gens, même pour les plus sceptiques, tant qu'il y a des résultats sur la population, pourquoi on va aller, en tout cas, pourquoi on va aller brider ça? Pourquoi on va pas l'exprimer si ça fait du bien? Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Bah, tu sais, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu lors de mon interview là. Ça me fait penser aux zones bleues. Alors pour ceux qui connaissent pas les zones bleues, brièvement, il y en a 6 dans le monde. C'est des zones où le plus près, par exemple, par rapport à la France, on va dire c'est la Sardaigne. Il y a un village en Sardaigne où il y a le plus de centenaires. Donc c'est des gens qui vivent plus longtemps que la moyenne et surtout ils vivent en bonne santé, et santé mentale et santé physique. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis, parce que il y a un mec d'ailleurs qui est passionnant. Vous allez sur Netflix, il a fait un documentaire en 4 volets sur les zones bleues. Donc vous tapez zone bleue, je pense, dans Netflix et vous tomberez dessus très facilement. Les images sont splendides. Il me semble que c'est l'ancien directeur de National Geographic. Et donc lui, justement, il met en lumière un peu comment on peut vieillir en bonne santé. Et il a mené un projet pour se dire, en fait, voilà, alors c'est 6 zones bleues, donc du coup, c'est pas à l'échelle mondiale. Donc on va essayer de le transposer dans une ville aux États-Unis, une grande ville aux États-Unis, avec, je crois, 300 000 habitants, un truc comme ça, quoi. Et donc, il a essayé de convaincre des maires en leur disant, voilà, moi, ce que j'ai découvert des zones bleues, est-ce qu'on peut appliquer leurs principes qui sont pas du tout mis en place là, à l'heure d'aujourd'hui dans cette ville? Est-ce qu'on peut essayer, faire une étude, en fait, sur quelques années pour voir, donc mesurer les bienfaits et voir vraiment si ça évolue dans le bon sens comme pour dans les zones bleues? Et ben oui, en fait, bien évidemment. On fait ça, en fait, pendant 4-5 ans sur les 300 000 habitants qui ont voulu jouer le jeu, justement, et suivre les principes de ce qu'on mis en place de manière très naturelle comme hygiène de vie, en fait, les gens qui vivent dans les zones bleues. Et bien évidemment, mesure à l'appui par des scientifiques, on voit en fait que c'est possible. On voit qu'on peut être bien dans notre tête, on peut être bien dans notre corps et donc du coup vieillir en bonne santé, quoi. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on a vraiment les outils, tu vois, les outils sont là, existent. Complètement. Mais complètement. Et c'est comme, on en parlait aussi, mais je voudrais le partager, c'est-à-dire que la méditation dans les écoles, on sait pertinemment que les bienfaits, tu vois, même dans les écoles les plus défavorisées, etc., on se rend bien compte qu'il y a de réels résultats. Je pense aussi à Gaël Piton que j'avais interviewé et qui avait fait justement des expériences, tu vois, de méditation, en tout cas en allant à Saint-Denis, donc vraiment dans des collèges, des écoles en difficulté avec des élèves en grande souffrance. Et ça, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire quand finalement, tu vois, c'est eux qui étaient en demande à la fin. En fait, c'est pas l'instructeur qui leur imposait quoi que ce soit. C'était juste, viens, observe et puis tu verras. Tu vis l'expérience parce que je pense que dans tout, en fait, faut au lieu de dire il faut faire, vis l'expérience et tu verras. Tu verras, en fait. Et t'en parlais aussi dans l'interview il y a 2 jours. C'est-à-dire que, et ça, je trouve ça hyper touchant et pour moi, ça fait sens. C'est-à-dire, on a des outils, comme tu le dis très bien, qui sont à la portée de tous. Et alors, pourquoi ne pas justement l'implanter, par exemple, dans les programmes, tu vois, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui œuvrent aussi à leur échelle aujourd'hui. Et c'est hyper positif et encourageant. Et en même temps, je trouve que des fois, il faut encore faire face aux difficultés, tu vois, des institutions qui sont bien ancrées et qui veulent pas forcément que ça bouge, quoi. Je discutais, par exemple, il y a quelques semaines avec une dame qui a travaillé à l'Éducation nationale, sans bien sûr critiquer l'Éducation nationale, qui fait aussi qui peuvent, faut dire ce qui est. Mais tu vois, elle me disait qu'elle avait travaillé là-bas pendant plusieurs années. Et elle me disait que, bon, aujourd'hui, elle est sophrologue, mais elle me parlait justement de sa casquette de sophrologue quand elle était enseignante. Et en fait, elle me disait qu'elle en avait parlé au rectorat et que ça avait été hyper mal perçu. Et que de ce fait-là, après, les profs, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand la classe, elle est fermée, ils font quand même ce qu'ils ont envie de faire. Donc, voilà, c'est le petit message que je voulais passer. Mais bon, on sème des graines et j'espère vraiment, tu vois, ça c'est un truc qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire que faudrait en fait partager ça, mais aux institutions, en fait, mon plus grand rêve, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, c'est que les institutions aussi s'emparent de ça et ouvrent les portes et arrêtent d'être sceptiques, tu vois. Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le cas, hein. Tu sais, avec innovation en éducation,
Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a créé un écosystème qui s'appelle Innovation en éducation. Vous tapez Innovation en éducation, ça sera plus simple, vous verrez, il y a plein de choses, podcasts et tout, etc. Et donc nous, ce qu'on voit notamment avec le magazine papier Innovation en éducation, on est en contact de manière très transversale avec quasiment pas tout le monde, mais en tout cas de manière très transversale, c'est-à-dire des gens qui sont justement dans les institutions, des enseignants de l'éducation nationale, des enseignants d'écoles alternatives, des professionnels qui ont créé des outils pour les parents, les enfants, les enseignants. Donc on voit vraiment, on est en contact avec ce melting pot. Et donc pour la partie institutionnelle, ça avance dans le bon sens en réalité. Mais bien évidemment, c'est pas, si on isole une institution, c'est pas tout le monde dans l'institution qui a envie de faire bouger les choses, un peu comme nous en fait, si tu veux. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des infiltrés en fait dans ces institutions. Et donc il y a des gens, voilà, c'est ça. Et ils essayent en fait comme nous, avec leurs outils et leurs billes, et liés au milieu, à l'environnement dans lequel ils se trouvent, de faire avancer les choses. Et là, pour le coup, bien évidemment, ça avance. Mais comme on est en France, c'est pas encore perceptible parce que nous, il faut attendre 15-20 ans avant de voir vraiment les changements, tu vois. Donc, il faudrait qu'on fasse une interview dans 20 ans, mais ça avance dans ce sens-là. Je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent parce que ça peut être très déprimant, mais vraiment, ça avance dans ce sens-là. Bon, en tout cas, qui de mieux que toi pour en parler, quoi. On est en plein dans la thématique, là. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on met de l'énergie dedans. Et justement, donc, je reviens encore quand même sur cette notion de vivre un traumatisme, etc. Je me rappelle avoir rencontré Philippe Croison, tu sais, qui a plus de bras et plus de jambes, qui était invalide comme toi et moi et qui a eu un accident du coup en montant sur le toit de sa maison, il s'est fait électrocuter par la foudre. Donc il a perdu l'usage de il a plus de bras, il a plus de jambes et il fait des explorations partout dans le monde et il a traversé l'Atlantique, le Groenland, il fait Paris-Dakar et tout, enfin des trucs de dingue. Des trucs même quand il était valide, il imaginait même pas qu'il ferait ça. Hein. Et en fait, son message, c'est exactement en fait ce que tu disais, c'est que lui-même le dit. Il ne soupçonnait pas qu'il avait autant de potentiel et donc du coup il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel parce qu'il a eu cet accident. Et donc je disais mais attends Philippe, on peut pas recommander aux gens d'avoir un accident, c'est pas possible quoi. Et moi ce que je souhaiterais, c'est ce que tu dis, c'est pour faire le point avec ce que tu dis, c'est que justement on implémente ça le plus tôt possible au sein de l'école, au sein de notre système, au sein de la société. J'entends par là le savoir-être et la connaissance de soi qui nous permettrait justement, je pense, d'éviter d'avoir des accidents pour être électrocuté et se dire tiens c'est bon je vais donner du sens à ma vie quoi. Complètement. Et après je voulais remonter aussi sur quelque chose, tu sais, pour toutes les personnes aussi qui sont en quête de sens et en recherche d'outils, c'est-à-dire que je reçois aussi pas mal de messages à ce niveau-là, mais tu vois aujourd'hui on est un peu aussi sur cette vibe du développement personnel, en tout cas je parle aussi des réseaux et ça revient souvent, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est parce que j'ai beaucoup d'intervenants qui se posent la question aussi, c'est qu'on entend un peu de tout, tu sais, quand tu parles de spiritualité, de développement personnel, etc. Et donc je pense qu'il faut quand même rester, pas sur ses gardes, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même avancer avec discernement, tu vois, et pas forcément non plus tomber... voilà, dans des choses qui seraient pas forcément saines avec de bonnes intentions, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout. Et ça, j'en parle énormément et ça revient énormément. D'ailleurs, ça ferait tout l'objet d'un podcast. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en quête d'outils extérieurs. On parle beaucoup de chamanisme, on parle de PAP, thérapie par psychédélique assistée. Alors, je rappelle qu'en France, c'est interdit, bien sûr, mais on parle de plein de choses. Et en même temps, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, tu vois, les réseaux permettent aussi d'avoir une connaissance, alors qu'à l'époque, c'était un peu compliqué, quoi, d'avoir toute cette connaissance gratuite à notre disposition. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais et aussi quelle est la source de mon information, tu vois. Ça aussi, c'est un grand sujet. Et voilà, y aller avec discernement, précaution et puis... vivre ce qu'on a à vivre, bien sûr, mais en tout cas, je pense que c'est pas à nous en tant que podcasteurs de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah non, c'est sûr, non, bien sûr. Non, au contraire, l'idée pour moi, c'est de semer des graines, c'est de proposer en fait des sujets. Et après, les gens font ce qu'ils en veulent. Si ça les intéresse, ils mèneront leur propre recherche de leur côté. Moi, je te rejoins à 100%, notamment sur le fait que, tu sais, à un moment donné, pendant 7 ans, j'ai organisé des rencontres où je fédérais des thérapeutes. Pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils créent des choses ensemble. Donc, j'ai rencontré des milliers de thérapeutes. Et une des conclusions que j'en ai tirées à l'époque, c'est que c'était pas très rassurant, en fait. C'est qu'on était face quand même à une population de thérapeutes, moi, qui me donnait pas envie de les consulter, très clairement. Oui, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait peut-être 20% entre guillemets de bons thérapeutes
je vais dire ce que c'est pour moi un bon thérapeute. C'est une personne qui déjà dans un premier temps ne s'est pas oubliée. Parce que très souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart en fait qui sont thérapeutes sont vraiment dans l'idée d'aider l'autre. Bien évidemment, je pense qu'ils ont ces qualités, ils sont sûrement très bons techniquement dans leur métier, mais par contre, ils s'oublient eux, c'est-à-dire qu'ils ont oublié, à mon sens, l'essentiel, c'est de prendre soin d'eux déjà dans la vie de tous les jours, avant de vouloir prendre soin de leurs patients. Et ça, pour moi, c'est un des points sur lesquels je ne pourrais pas aller voir une personne si elle ne s'occupe pas d'elle déjà en priorité. Et donc, du coup, après, c'est un effet domino qui est assez important, une répercussion qui est assez importante quand tu exerces le métier. Donc ça, c'est le premier point, moi, que j'ai pu observer. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, la plupart des thérapeutes à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont en pleine reconversion. Donc, en fait, c'est des personnes qui étaient avant comptables. Et puis, d'un coup, en fait, ils se sont dit, bah, tiens, moi, j'ai envie de donner du sens à ma vie, j'ai envie d'aider les gens et je vais devenir sophrologue. Et ça, pour moi, c'est très inquiétant parce que ça arrive à un moment donné dans ton parcours de vie où tu as 40, 50 ans et donc tu n'as pas encore réglé beaucoup de choses, tu sais, aussi dans ton parcours de vie. Ouais, et donc, ouais. peut-être que ça rejoint ce que tu dis. Hein. Je ne sais pas si ça fait écho, ce que je dis. Carrément. Ouais. Mais ça m'évoque aussi ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire prendre soin de soi. Je reviens sur ça parce que c'est un peu comme dans l'avion. Quand tu prends l'avion et tu as les hôtesses de l'air qui te disent oui, si voilà, on est en chute, n'hésitez pas à prendre le masque à oxygène et d'abord mettez-le sur vous avant de le mettre chez une autre personne. C'est exactement ça, c'est-à-dire prends soin de toi parce que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres? Donc finalement, c'est prendre soin de soi, mais pas de manière égoïste. Mais en tout cas, c'est du bon égoïsme, mais dans le sens où si tu es bien toi, ancré, bien dans ton corps et dans ta tête, forcément, tu pourras aussi apporter ça aux autres. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, excuse-moi, tu peux répéter parce que tu vois, avec la fatigue de mon bébé de 8 mois qui se réveille 5 fois la nuit, j'ai oublié. Je disais que j'invitais les gens aussi à se questionner et à bien se renseigner avant d'aller voir un thérapeute. Toi, tu parlais de chamanisme, de thérapie, etc. Ouais, c'est Parce intéressant. que, voilà. C'est hyper intéressant aussi ce que tu dis. Ouais, ça me rappelle plein de sujets aussi, de discussions que j'avais eues. Et comme tu dis, c'est-à-dire que voilà, il faut aussi cheminer déjà, je pense, vers soi. Et puis, c'est pas si simple que ça d'être thérapeute. Hein. Il faut quand même être armé pour entendre la souffrance des gens. En tout cas, je parle aussi pour être avec un psychiatre, tu vois. Je sais, enfin, je sais pas parce que je le fais pas, c'est pas mon métier, mais de ce que j'en perçois, de ce que j'entends, c'est que il faut être armé parce que c'est extrêmement fatigant d'être confronté à de la souffrance au quotidien et il faut aussi être dans une sorte d'écoute active qui demande énormément aussi d'attention et comme tu le disais, alors on en parlait, hein, je pense de l'écoute active, c'est-à-dire que bien souvent on écoute mais sans écouter, donc ça aussi c'est un réel apprentissage, ouais, complètement. Ah ouais, mais alors ça, c'est encore un grand sujet, la communication. Ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est pareil, je pense que c'est des choses qu'on pourrait nous apprendre, tu vois, le plus tôt possible. Puis à cultiver vraiment dans notre quotidien. Je parle de la communication globale dans notre vie de tous les jours, hein, interpersonnelle avec tes amis, ta famille, ton amoureux et tout, etc. Visiblement, on nous a pas appris à bien communiquer. Et notamment, je trouve que le mot est juste, l'écoute active. Ça, c'est vraiment le terme approprié, je trouve, qui n'est quasiment pas employé. Et moi, le premier, hein, je me mets vraiment dedans. Hein, je trouve que c'est hyper challengeant. Bien sûr, et puis même quand tu tiens un podcast, il faut vraiment avoir cette écoute active et en même temps rebondir. Donc, c'est pas évident de jongler entre tout ça, quoi. Mais je voulais rebondir encore, tu vois, sur ce que tu disais. T'as dit quelque chose. Attends, t'as dit quoi déjà? J'ai dit beaucoup de choses. T'as dit beaucoup de choses. Oui, je sais plus. C'était quoi? C'était, ça va me revenir. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais juste qu'on aborde un sujet qui me vient à l'esprit, c'est la spiritualité, puisque c'est pareil, on l'a effleuré. Tu as juste prononcé le mot en disant voilà qu'on pouvait le voir en fait sous des prismes assez différents, la spiritualité. Oui. J'imagine que sur les différentes personnes que tu as pu interviewer, il y a des moments où vous avez dû parler de spiritualité. Toi, c'est quoi ton point de vue sur la spiritualité? Eh ben en fait, c'est une super bonne question. Tu vois, pour moi, la spiritualité, finalement, elle se vit avec cette connexion et cette reliance entre le monde invisible. Alors, quand je dis le monde invisible, c'est, tu vois, cette foi. On parlait encore la dernière fois de la foi en quelque chose de plus grand que nous. Et finalement, on s'était rendu compte aussi que les personnes qui avaient le plus de foi, c'était les personnes aussi qui étaient le plus épanouies, qui étaient le plus heureuses aussi. C'est-à-dire avoir cette foi en la vie
Et je pense que c'est vraiment cette connexion avec ce monde invisible et en même temps ce monde bien physique. C'est vraiment les deux, tu vois, être à l'écoute en même temps de ses intuitions et en même temps, comme le dit très bien Laurent Gounel d'ailleurs, que j'avais interviewé au micro du podcast, c'est-à-dire cette connexion en même temps qui se travaille, parce que c'est un muscle aussi, hein, tout ça. C'est-à-dire, est-ce que moi, je décide de porter ma lumière vers justement mon côté intuitif et de lui faire confiance et justement de le mettre en marche et aussi en même temps avoir ce cerveau cartésien qui nous permet d'avoir cette approche analytique, qui nous permet de réfléchir, d'apporter des solutions, etc. Et je pense que c'est vraiment ces deux choses qui permettent aussi d'avoir cette reliance, c'est-à-dire le monde de l'invisible et le monde physique. Et pour moi, tu vois, la spiritualité, c'est vraiment une question d'ancrage. C'est comme tout ce que tu prônes, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie saine, avoir aussi des outils, tu vois, des outils que tu mets en pratique tous les jours. Par exemple, avoir sur un livre de gratitude, ça c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. C'est-à-dire que bien souvent, tu vois, j'écris quand je remercie en fait. Je remercie pour les petites choses parce que des fois, en fait, on se rend compte qu'on vit un peu à côté de nos pompes. En fait, on vit, mais on oublie, tu vois, avant d'aller dormir, on oublie qu'on a eu une discussion simple, mais qui faisait du bien avec une voisine. On oublie que on a eu un sourire d'un inconnu dans la rue. Enfin, toutes ces petites choses, pour moi, sont vraiment porteuses de sens dans nos vies. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la spiritualité, c'est comment tu vas avoir cet alignement et comment tu vas réussir à le manifester, en tout cas sur Terre, tout en étant aligné avec tes valeurs, tes croyances et tout ça. On se rejoint beaucoup. Moi, je trouve que l'élément peut-être phare de ma vision de la spiritualité, c'est la foi. Et peu importe de quoi ta foi, en fait, mais la foi, c'est vraiment un élément qui est très important. Et notamment, d'ailleurs, pour revenir aux zones bleues, justement, on a remarqué que ces habitants avaient la foi. Et donc, peu importe, que ce soit la foi, je sais pas, une énergie, un dieu, peu importe le nom du dieu, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ils ont la foi. Et donc, du coup, ça leur donne une vision, parce que tu parlais de la mort aussi, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, de la mort qui est hyper positive, tu vois. Donc, en fait, pour eux, c'est plutôt même pas forcément, j'allais dire, positif de mourir, mais en tout cas, ils sont pas inquiets. C'est-à-dire que probablement ce qui les attend après la mort ne les inquiète pas, et donc, du coup, ça leur permet justement de vivre plus longtemps et en bonne santé. C'est des études qui ont été menées, contrairement à des personnes qui sont très inquiets de mourir, tu vois, qui sont un peu sclérosées par rapport à tout ça. Ouais. Et donc, du coup, oui, le sujet de la mort, c'est un vrai sujet. Vas-y, je t'écoute. J'adore. Non, mais j'adore ce sujet. Alors, pourquoi ? Parce que oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on est le 12 décembre, mais ça fait 3 ans, jour pour jour, que mon papa est parti. Et en fait, si tu veux... la mort, pour moi, c'est un grand sujet, c'est-à-dire que je trouve qu'on devrait s'y intéresser de notre vivant. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, en fait, pour moi, qui fait sens et aujourd'hui, qui est de plus en plus discuté. Par exemple, là, j'avais interviewé aussi Stéphane Alix à propos de son autre ouvrage, parce qu'il en a sorti un nouveau, mais La mort n'existe pas. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ce sujet. Et tu vois, pour moi, ça fait vraiment, en fait, si tu arrives à, avoir cette ouverture d'esprit sur la mort, en fait, pour moi, la mort et la vie, il n'y a qu'un pas entre les deux, tu vois. Et en tout cas, il y a quelque chose que j'avais mis en pratique et qui m'avait beaucoup aidée, par exemple, pour accompagner en fait mon papa lors de son passage dans l'au-delà. C'est-à-dire que j'avais écouté une vidéo du psychiatre docteur Christophe Fauré et ça, vraiment, ça m'avait énormément aidée. Ça avait aussi énormément aidé mon papa. Et j'invite vraiment toutes les personnes aussi qui peuvent, en tout cas, et qui se sentent aussi capables de le faire, parce que c'est pas facile aussi d'accompagner quelqu'un, un mourant, en fait, c'est pas facile, mais en même temps, je trouve que c'est important de le partager. C'est vraiment ces 3 choses fondamentales, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il dit Christophe Fauré, c'est qu'au moment de la mort, il faut remercier, tu vois, nos mourants, c'est-à-dire les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, leur partager aussi notre amour et aussi leur dire que ils peuvent s'en aller, ils peuvent partir en fait. Et ça, je trouve que ça, la plupart du temps, en fait, ce qu'il explique aussi Christophe Fauré dans ses vidéos, c'est que bien souvent, quand on est face à ces personnes mourantes, on a plutôt tendance à dire, et ce qui est complètement normal, en fait, naturellement, tu as envie de dire, mais ça va aller, tu vas rentrer à la maison bientôt. Et en fait, on sait pertinemment que c'est faux. La plupart du temps, ils sont en train de partir. Ouais. Et donc, je trouve que ça, c'est hyper soulageant
En tout cas, je me mets à la place de la personne qui est en train de partir et je me dis que ça doit être hyper soulageant d'entendre, tu peux partir, ça va aller. Tout va bien se passer. Tu vois, il y a quelque chose qui est hyper rassurant quelque part et quelque chose qui fait face en fait à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment des choses en tout cas qui peuvent énormément aider, qui m'ont aidé en tout cas dans cet accompagnement, tu vois, de la mort. Et sinon, par rapport à la mort, ouais, je pense que on a tous les outils aujourd'hui pour se renseigner sur ces sujets. Tu vois, il y a énormément aussi de documentaires, de livres sur tous ces sujets. Ouais. Moi, là où j'ai envie de rebondir, c'est, je sais pas si ça t'est arrivé, moi j'ai eu 3 accidents dans ma vie où normalement j'aurais dû mourir. Et très clairement, c'est vraiment des trucs assez incroyables. À chaque fois, tu te dis, mais j'ai vraiment une très bonne étoile. En tout cas, ça amène vraiment beaucoup de réflexion. Tu te dis, mais pourquoi je suis encore vivant, quoi? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bon, en tout cas, personnellement, le message que j'en ai retiré de ces 3 accidents, c'est que notre passage terrestre, il est extrêmement court. En réalité, ça passe très, très vite. Et tu sais, très souvent, quand on est, je sais pas, dans des soirées, peut-être avec des amis, la famille, etc., ça nous est tous arrivé à un moment donné d'entendre, ah, mais tu sais, tout peut s'arrêter d'un coup. Et quand tu le vis 3 fois, tu te dis qu'effectivement, oui, c'est vrai que tout peut s'arrêter d'un coup. C'est sûr. Pour que, tu sais, t'as pas un texto, quoi. Tu reçois pas un fax, un message qui te dit, tu vois, attention là, dans 2 secondes, peut-être que tu vas mourir. Et donc, quand tu le vis, tu conscientises vraiment davantage cette phrase, en fait, qu'on peut se dire, tu sais, comme ça. Et donc voilà, moi j'invite vraiment les gens, au-delà de conscientiser cette petite punchline, mais tu sais, tout peut s'arrêter d'un coup, mais c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire, la réalité, c'est que là, moi aujourd'hui, je peux sortir et puis ça y est, ça sera mon dernier podcast aujourd'hui avec toi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, et en même temps, tu vois, je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de notre immortalité aussi quelque part. Oui. Parce que si tu vis comme si tu étais mortel, forcément, tu te coupes de la mort. En fait, tu crois que on n'est pas des robots. Enfin, c'est ça. On a aussi une date limite, quoi. Même si on nous fait croire que non, si, on a une date limite. Et je pense aussi au docu-fiction du réalisateur David Fressino que j'avais interviewé au micro du podcast. Il est sur INRES TV. Enfin, il est disponible. Et en fait, c'est l'entre-deux-vie. Et c'est intéressant parce que tu vois vraiment des gens qui sont entre les 2 vies, quoi. Et c'est bien tourné et c'est très clair. Enfin, tu vois que au moment de la mort, tu te retrouves dans une salle blanche avec une personne qui t'accompagne et qui te demande un peu, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quels sont les enseignements que tu en as tirés. Et puis oui, ce qui en découle, c'est quoi? C'est que finalement, la transmission, l'amour, l'aide aux autres, ça revient tout le temps. C'est pas est-ce que tu as acheté la plus grosse maison, est-ce que tu as le plus gros salaire, non, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'est-ce que tu as vraiment fait avec ton cœur et puis tu les vois en fait qui choisissent un peu leur vie future avec toutes les c'est une fiction aussi, hein, mais tu sais, avec tous les diapos de toutes les vies, etc. Et là ils réfléchissent sur oui, mais sur quoi je devrais travailler dans ma prochaine vie. Tiens, allez, je vais cliquer sur cette vie, elle m'a l'air sympa. Et puis ensuite tu vois bébé qui se réincarne. Donc il y a aussi la notion de réincarnation dont on parle dans le bouddhisme. Mais c'est vraiment un beau documentaire fiction que je recommande de regarder vraiment. Rappelle-nous le nom. Alors, l'entre-deux-vie. Et le réalisateur, c'est David Fressino. Et d'ailleurs, il y a une interview qui a été faite au micro du podcast. D'accord. Oui, puis je voudrais rajouter aussi que Stéphane Alix, pour le connaître, il fait vraiment un travail aussi extraordinaire, je trouve. Donc, les 2 bouquins qu'il a écrits là-dessus sont vraiment top. Et au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment un chouette gars. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et aussi sur sa casquette de journaliste. Je trouve qu'il fait un vrai job de journaliste. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a créé INRES. Donc, vous tapez INRES. Et puis, il a créé aussi le magazine Inexploré, qui est un magazine qui était très bien. Toujours au sujet de la mort, la réincarnation. Il nous reste encore 5 minutes. Moi, j'ai toujours eu l'impression, justement, que j'avais eu plusieurs vies, en fait, très clairement. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir accès, en fait, à une information, tu sais, un peu de sagesse qui m'appartient pas. Et donc, c'était beaucoup de questionnements aussi avec ma mère et du coup, elle pouvait pas répondre. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu pour avoir mes propres réponses. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis convaincu de la réincarnation. En tout cas, je suis sûr que on a accès à des informations. Si c'est pas de la réincarnation, ça c'est mon autre côté pragmatique. On a accès à des informations en fait qui nous échappent.
C'est quoi, toi, ton point de vue autour de la réincarnation? Est-ce que tu as un point de vue arrêté là-dessus? C'est une très bonne question. Euh, oui, enfin, en tout cas, je ressens que j'ai eu aussi plusieurs vies. Euh, En tout cas, dans cette vie, je ressens vraiment que il, ouais, il y a cette volonté d'œuvrer, tu vois, d'apporter cette pierre à l'édifice. Mais oui, oui, je dirais que oui. Après, je suis pas arrêtée, mais effectivement, j'ai cette conviction. Alors, je sais pas l'expliquer, tu vois, avec des mots. C'est vraiment des ressentis. Ouais. Après, il y a quelque chose auquel, enfin, je crois, rien à voir, mais enfin, c'est des sujets du podcast qu'on aborde beaucoup. C'est, tu sais, les états élargis de conscience. Mm. Alors ça, je parle de ça parce que je sais qu'il y a plein d'outils qui permettent d'avoir aussi accès à ces états. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a un peu une base de données universelle. On en parle dans pas mal aussi de sujets, par exemple les annales akashiques, etc. Et puis on se rend bien compte que cette reliance au grand tout, eh ben, il y en a plein, il y a plein d'individus qui ont accès à ça. Et des fois, qui ne le souhaitent même pas. Ça peut être, par exemple, une balade en montagne. Ça peut être Ouais. tout simplement observer un paysage. Ça peut être au travers de l'outil qu'est la méditation. Ça peut être au travers des thérapies psychédéliques ou alors au travers enfin, de plein, plein de choses. Et ça aussi, je trouve que c'est important aussi de se dire, c'est-à-dire qu'il y aurait des informations qui seraient disponibles partout dans l'univers et auxquelles on pourrait venir piocher des idées, etc., même pour créer des choses, pour aider Ouais. l'humanité. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, qui fait écho, en tout cas, Ah, à cette c'est vraiment assez incroyable, ouais. Peut-être que ça va parler à certaines personnes. Il y a des personnes qu'on dit être canal et donc du coup elles canalisent à un moment donné une information. Donc très souvent elles vont l'écrire. Bon, après ça va devenir un livre. Et là l'histoire la plus récente que j'ai, c'est autour du Human Design. Je sais pas si tu connais cette pratique, le Human Design. Non. Si tu connais pas, je t'invite à le noter parce que je pense que ça va vraiment te passionner. Donc c'est Human, c'est en anglais Human et Design. Tu vois, c'est D'accord. vraiment passionnant. Moi je trouve que c'est un outil qui est d'une précision mais dingue. Et en fait, pour la petite histoire, le mec a canalisé ça. Donc, c'était un mec lambda, hein. Pas du tout dans le développement personnel, c'est assez vieux, hein. Il faisait sa life et tout. Puis, à un moment donné, boum, canalisation. Pendant une semaine, il a écrit non-stop, 24 heures sur 24. Il savait pas du tout ce qu'il écrivait, bien évidemment. Et au bout d'une semaine, ça s'est arrêté. Il avait écrit le Human Design. Et si Ok. vous vous intéressez, les gens qui nous écoutent, et si toi, tu as envie de t'intéresser et que tu mets le nez dedans, je te dis, fais attention parce que tu peux devenir passionné, en fait, du sujet. Tellement, Ok. tellement, c'est juste dingue, en fait, mais la précision, jusqu'où ça va. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, voilà, juste une idée pour rallier, en fait, ce qu'on dit, c'est que ce gars-là, apparemment, bah, du coup, il a chopé, sans le vouloir, une information qui arrivait quelque part, et puis il nous a pondu le Human Design. Ben oui, mais tu vois, c'est comme Laurent Gounel, c'est ce qu'il explique, hein, et d'ailleurs Bernard Werber aussi. Apparemment, les deux, sans communiquer, en fait, au même moment, ils écrivaient un bouquin, mais ils communiquaient pas entre eux. Et apparemment, ils auraient eu la même idée, avec le même contexte, avec des personnages différents, bien sûr, puisque ce sont tous les deux des romanciers. Mais tu vois, c'est incroyable. Tu te dis, mais Claire, waouh, il y a c'est bien. forcément quelque chose qui nous Ah, bah dépasse, mais ouais. c'est bien là. C'est obligé. Bah, je sais pas si toi tu le vis de ton côté, moi je le vis. Hein. J'ai pris l'habitude d'ailleurs maintenant de le noter en fait. Donc je le note. Alors maintenant je le note avec mon téléphone. Mais, Ouais, mais je vois bien en fait qu'il y a des informations qui débarquent comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ouais, ouais. plutôt que de ne pas les écouter, bah, maintenant je les note. Et à l'époque quand j'étais plus petit, j'avais donc du coup ces idées aussi qui arrivaient. Et donc j'en parlais, notamment à mon frère. Donc lui il suit chez moi. Et quelques années après, on en entendait parler à la télé, par exemple. Tu vois. C'est Et, dingue. ouais. Et donc, depuis ce moment-là, depuis que je suis gamin, j'ai pris l'habitude de le noter. Parce que je Ouais. me disais, bah, en fait, c'est trop bizarre que j'ai cette idée alors que je sais même pas de quoi je parle. Ouais, c'est incroyable. Mais oui, si on peut recommander, en tout cas, écrivez. C'est vrai que c'est toujours bien aussi de relire un peu Ouais. les notes, les idées qui ont surgi. Ouais. Ouais. Même si ça paraît irrationnel, parce que très souvent, quand on est à l'écoute de notre intuition, en fait, ça paraît totalement irrationnel. Il faut vraiment, moi, je trouve que c'est génial comme exercice de l'écrire ou maintenant, on a nos téléphones. Tu te laisses une petite note sur ton téléphone et puis, comme ça, au moins, c'est fait, quoi. Mm. Ça passe vite, Evelyne. Merci hein, pour Ouais. notre échange. C'est hyper passionnant. Donc, les gens qui veulent écouter ton podcast, ils tapent l'éveil des consciences, c'est ça?
Alors oui, en fait, l'éveil des consciences podcast, alors rajouter podcast, et donc on peut écouter le podcast sur les différentes plateformes, Apple Podcast, Spotify, YouTube aussi, Deezer, enfin voilà, il y a tout un tas de plateformes. Et puis on a aussi les réseaux, Instagram, l'éveil des consciences podcast, Facebook aussi, l'éveil des consciences podcast. Et puis en fait, sur le petit lien Linktre sur le réseau d'Instagram, on peut retrouver directement le site internet. Et donc, il y D'accord. a aussi d'autres projets qui sont à venir plutôt en présentiel, en physique, mais j'en dis pas Trop plus bien. parce que Ah, voilà, ça reste une surprise. ah, génial, trop bien. On a besoin de présentiel. Vraiment, c'est important. Pour moi, c'est Ouais. un truc qui me manque. On a vraiment besoin de présentiel. Donc, c'est une chouette idée. J'ai hâte que tu m'en dises plus, hein. Si je peux être utile à quoi que ce soit autour de ce projet, ça me ferait plaisir. Eh ben Donc, écoute, au plaisir, Julien, et puis d'accord. n'hésitez pas à vous abonner et puis à écouter. Il y a plein de thématiques hyper passionnantes et intéressantes. Oui, puis tu disais, tu as une très belle audience, hein. Je crois que tu es à plus de 40 000 auditeurs Ouais. par mois, hein. C'est énorme, hein. Ouais, ouais, ouais. Bravo, hein. Ouais, mais il y a eu vraiment un boom en fait. Vraiment là, après Covid, ça a explosé. Enfin, vraiment, c'est vraiment chouette aussi quand on a des retours d'auditeurs et d'auditrices. C'est juste Ouais. magique en fait. Il n'y a pas de mots quand Ben non, c'est ça. C'est c'est là où tu te magnifique. sens utile. Ouais, ouais, complètement. Et donc, Ouais. je remercie toutes les personnes aussi qui suivent le projet de près depuis maintenant plusieurs années. Et donc, ouais, au plaisir, Julien. Ça serait une belle Tiens-moi au courant. collaboration. Plaisir Ouais, de te tiens-moi au revoir. courant. Ouais, ça marche. Complètement. Et merci Merci. de m'avoir accueilli sur ta belle chaîne. Et puis, merci à Avec tous. joie. Avec joie. Merci à toi, Evelyne. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Evelyne Danglos. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bon, c'est toujours très court, hein, on aurait tellement de choses à dire, mais voilà, ça vous donne une idée de qui est Evelyne, de son podcast, L'éveil des consciences. Donc, vous tapez L'éveil des consciences podcast. 40 000 auditeurs, hein, par mois, c'est vraiment très, très chouette. Donc, pourvu que ça continue, que ça continue encore à grandir. Je vais vous remontrer, parce que du coup, ça fait sens, la couverture de mon dernier livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, que vous retrouvez un peu partout. Ça fait sens parce qu'on parle de connaissance de soi, d'amour, de gratitude, d'intuition, de spiritualité. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous le trouvez partout, hein. Il est à la Fnac, dans toutes les librairies. Vous le trouvez aussi en format numérique sur Internet. Il est aussi sur Amazon. Si vous voulez faire le pont, pourquoi pas d'ailleurs faire un cadeau, parce que c'est les périodes de Noël, vous pouvez prendre aussi le premier, C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Vous pouvez les lire de manière séparée, mais les deux sont vraiment complémentaires. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous laisser avec une petite vidéo. On va se retrouver probablement la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.